À vrai dire, est un entretien. C'est une conversation libre, ouverte et exigeante sur toutes les questions qui font problème. Rendez-vous pour les réponses tous les lundis à 12h30 sur RDI. À vrai dire, avec Luc Germain sur RDI Guyane. Bruno Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur des affaires maritimes. Alors, on est heureux de vous avoir aujourd'hui ici. Pour deux raisons. La première, on arrive à la fin de la programmation des fonds européens 2014-2020. La deuxième, le secteur de la pêche aujourd'hui est animé d'un certain nombre de mouvements de rendre compte à la fois les médias et les réseaux sociaux. Si vous êtes informé, vous avez pu voir des tractations curieuses entre des pêcheurs guyanais, ou peut-être pas guyanais, et des Chinois. Donc ça pose deux questions. La première, la pêche a été, jusqu'à la fin des années 90, une filière industrielle, avec des opérateurs, et contribuait de façon plus significative à la richesse de la Guyane. Aujourd'hui, elle semble plutôt sinistrée, avec une baisse significative et même drastique de la pêche aux crevettes, qui était d'un fort rendement, et surtout une forme, comment pourrait-on appeler ça, d'anarchie ou de désorganisation dans la pêche artisanale ou la pêche côtière, donc la pêche qu'on dira traditionnelle. Alors, nous l'avons vu la semaine dernière, grosso modo, on pêche entre 3500 et 5000 tonnes qui sont débarquées ou vendues ou qui apparaissent sur le marché local, et la pêche illégale totalise à peu près 5000 à 7000 tonnes. Pourquoi cette situation ? Alors, c'est beaucoup de questions en une seule. Tout d'abord, le déclin de la pêche de Guyane, il y a un multifacteur. Hein. Il y a un facteur pour la crevette sur la ressource. Il y a quand même une baisse de ressources et de capture qui s'est fait au fil du temps. Il y a eu un problème de modernisation de l'outil de travail. On a un outil de travail qui est vraiment vieillissant. La moyenne d'âge des crevettiers est de l'ordre de 25 ans actuellement. Donc, et l'investissement de crevettiers neufs demande plusieurs millions d'euros par navire, donc c'est quand même un investissement très lourd. On a aussi quand même un problème de marché, il ne faut pas se mentir là-dessus, il est très difficile d'avoir des parts de marché, on est dans un monde extrêmement concurrentiel. L'économie de la pêche n'est pas une économie qui est localisée, c'est une économie complètement mondialisée. L'Union européenne est la première importatrice de produits de la mer au monde. Elle importe environ 60% de ce qu'elle consomme. J'ai plus les chiffres en tête exacts, mais on est dans ces ordres-là. Nous importons donc de tous les pays tiers et aujourd'hui, pour arriver à trouver sa place de marché, il faut être concurrentiel et c'est extrêmement difficile. Enfin, c'est quand même curieux puisqu'on part d'une situation fin des années 80, début des années 90 où c'est encore une filière industrielle. Or, une filière industrielle, c'est une organisation, un marketing, des réseaux, des systèmes de distribution. Comment est-ce qu'on a pu assister à une telle perte en ligne en si peu de temps ? Alors peut-être qu'il y a eu aussi des difficultés pour reprendre les outils de travail qui ont été laissés à l'époque par les prestataires. Comme je vous disais, il y a eu un problème peut-être de vieillissement de l'outil de production. Il y a eu aussi une inadéquation par rapport au marché. Le marché de la crevette, par exemple, a été envahi par énormément de crevettes en provenance d'États tiers ou d'élevage, ce qui n'existait pas forcément il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on mangeait pas de la crevette barquette rose comme dans tous les supermarchés de Paris. Il y a 30 ans, maintenant, c'est quelque chose qui est devenu un modèle de consommation courante. Et la bonne crevette sauvage guyanaise, dont je fais personnellement la promotion dans ma famille, a du mal à trouver son marché. En plus de cela, on a quand même une baisse de production qui est indiscutable. Il y a d'ailleurs une étude qui est en cours, qui s'appelle Stock Crevette, qui est financée par des fonds européens aux affaires maritimes et la pêche, qui a pour vocation d'essayer de comprendre ces mécanismes et de permettre de tirer des leçons pour pouvoir avoir une économie pérenne et une exploitation pérenne de cette ressource. Sur la pêche artisanale, jusqu'à présent, le marché a été souvent historiquement dimensionné, une production a été dimensionnée sur un marché local. C'est-à-dire qu'on pêche des espèces qui étaient endémiques, qui sont culturelles. Il y a la coupe à rouge, il y a les mâchoirans, le croupia, etc. Mais c'est un marché, une production qui ne correspond pas à un marché international. Même si la coupe à rouge est sûrement, je pense, un des meilleurs poissons qui soit, personnellement, c'est sûrement le poisson que je préfère, c'est pas forcément un poisson que j'aurais connu sur le sol européen ou aux USA ou ailleurs. Alors, il y a 350 marins
hein, vous disiez, c'est vous qui l'indiquez tout à l'heure, guyanais, enfin en Guyane. Manifestement, il semble qu'on ait des difficultés à pérenniser, ou en tout cas à former, ou à recruter des marins qui, voyant la ressource, pourraient considérer que ça pourrait constituer un secteur d'avenir si l'on considère effectivement que, d'une perspective à 15-20 ans, on imagine multiplier par 4 la contribution de la pêche au PIB. Quel est le problème ? Alors on revient toujours au même problème que pour les crevettes. Le problème, c'est l'outil de travail. Aujourd'hui, les navires... Oui, mais je veux dire, pourquoi est-ce que la filière pêche n'est-elle pas plus attractive ? Mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, les conditions de travail proposées aux éventuels marins est un peu d'un autre âge. On est encore sur certains navires à ce qu'on appelle la bannette chaude, c'est-à-dire la couchette commune. On a quand même des règles en matière d'hygiène et d'habitabilité à bord des navires qui sont très archaïques et qui ne sont absolument pas attractives, en tout cas pour les jeunes aujourd'hui. Donc il y a une modernisation nécessaire à faire. L'État, dans le cadre d'un plan qu'on appelle le plan pêche, qui est un plan voulu par la ministre d'Outre-mer, se lance dans une espèce de plan global, si vous préférez, qui a pour vocation d'essayer de voir les différentes solutions à mettre en place et de ne plus travailler par sectorisation. Donc on va parler d'outils de travail, mais on va parler aussi des investissements portuaires nécessaires. Vous prenez par exemple les débarquements à la crique dans Cayenne. Aujourd'hui, aucun industriel n'ira acheter de poissons de façon massive, vu les conditions de débarquement. Donc il y a une espèce de vue globale, et ce plan pêche qui a été récemment validé, on va communiquer prochainement dessus, justement à essayer d'avoir une vision à moyen terme, à court, moyen, long terme, mais surtout court et moyen terme, sur une prospective économique et sociale réelle, parce que ce secteur d'activité aujourd'hui est un secteur d'activité qui peut permettre vraiment un très très fort développement. Enfin, il y a quand même un certain nombre de problèmes. Il y avait à votre place récemment la responsable des fonds européens, la CTG, et on notait dans un rapport de la Cour des comptes que des crédits européens ont été attribués à une usine de transformation de la pêche qui manifestement n'avait pas la surface financière pour assumer cet investissement, enfin les risques qui sont liés à l'investissement. Ça indique que les opérateurs locaux ont un vrai problème de financement. Il est quand même là le problème principal. Et manifestement, ça aussi c'était pointé dans ce même rapport, manifestement, les banques ou les établissements de crédit ne se précipitent pas pour aider ces secteurs. Alors, est-ce que là, on n'a pas une zone grise ? Alors, d'abord, dans ce rapport, on parle de deux choses. Il y a deux choses distinctes. On parle essentiellement de la pêche industrielle ou semi-industrielle guyanaise. La pêche côtière ou artisanale n'est pas impactée par ce rapport. Sur la pêche industrielle ou semi-industrielle, je ne me prononcerai pas sur l'étude qui a été faite par la Cour des comptes. Je pense qu'effectivement, il y a sûrement une réflexion et des modalités à revoir en termes d'investissement. Mais ça peut tirer un secteur. Bon, je comprends bien la pêche artisanale et on va en parler. C'est même un des éléments qui cause des perturbations aujourd'hui. Mais une logique de filière, ce sont des gros opérateurs qui introduisent d'autres méthodes, une autre culture de la pêche et qui peuvent tirer les artisans ou les plus petits armements. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une méthode ? Alors, c'est une méthode. Aujourd'hui, alors après, comme on en avait déjà parlé, mais le problème de l'industrie du poisson est un problème qui doit se voir à une échelle, pour bien faire, mondiale ou européenne, mais à minima régionale. Il n'est pas concevable que chacun fasse dans son petit coin sa petite usine et essaie d'avoir ses parts de marché. Il faut que les gens se regroupent, il faut qu'il y ait une vraie dynamique industrielle qui se crée. Je suis persuadé qu'il y a un véritable avenir dans ce domaine-là ici, puisqu'on a quand même une sous-exploitation de la majorité des espèces commerciales en Guyane. C'est un des rares, et voire peut-être le seul territoire, un domaine maritime où les ressources halieutiques au niveau de l'Europe ne sont pas au seuil de l'exploitation ou en surexploitation. J'ai fait pas mal de recherches. À part la coupe à rouge, à part 2-3 espèces qui ont été qui suscitent problème, la majorité des espèces de la Guyane qui sont commercialisables et consommables ne sont pas exploitées, ou quasiment pas ou peu. Je prends l'exemple de la raie, la sole tropicale, la lotte locale, les tonidés, alors qu'il y a un véritable marché là-dessus. Donc il y a aussi effectivement sûrement une piste de solution là-dessus. Par contre, effectivement, ça nécessite de très lourds investissements. Et même si dans le cadre de fonds européens ou dans le cadre d'aides
qui sont notamment plébiscités par le plan pêche, il y a de fortes possibilités de subventionnement et d'aide économique. Il apparaît quand même que l'investisseur doit quand même avoir d'abord un apport personnel, les reins solides, et puis surtout un marché. Alors c'est ce qui fait probablement dire à certains plaisanciers que vous avez rencontrés ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas, qu'au fond, ce que pourrait souhaiter l'État, c'est un scénario, c'est une hypothèse, ce que pourrait souhaiter l'État, c'est qu'il y ait des opérateurs qui pourraient être au Brésil, vous savez, c'est la fameuse conspiration, opérateurs qui seraient au Brésil, et qu'en définitive, ça arrangerait bien les affaires de tout le monde, y compris de l'État français, que les investisseurs soient étrangers, ça n'a pas d'importance, c'est une logique de marché, et que finalement les Guyanais restent dans leur précaré. Alors, je vais peut-être en décevoir certains, mais il faut savoir que le Brésil est taxé d'une interdiction d'export de produits de la mer vers l'Union européenne depuis 1 an. Donc, aucun intérêt quelconque d'aller commercer avec cet État qui n'a pas le droit. Même si nous vendions notre poisson à Macapa ou à Belém, ce poisson ne pourrait en aucun cas revenir sur le sol européen. Donc pour l'État français ou pour l'Europe, il n'y a aucun intérêt. Et surtout, pour nous, c'est contre-productif par rapport à nos objectifs. Aujourd'hui, on essaye de replacer, si vous préférez, l'économie de la pêche guyanaise dans le jeu de cartes régional. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la Guyane est cernée par 3 États, mais bon, 2 États principaux. Sur le Brésil, on peut estimer une production de 70 000 à 80 000 tonnes par an, à peu près, pour 8 000 navires. Sur le Suriname et le Guyana, ils ont à peu près la même production. Ils ont entre 45 000 et 50 000 tonnes chacun, donc entre 90 et 100 000 tonnes par an. Ils ont 1500 navires, à peu près 1400, 1500 navires déclarés, et ils en ont autant d'illégaux. J'ai personnellement été plusieurs fois par un Maribor rencontrer mes homologues. J'ai assisté à des conférences de la FAO, donc de l'ONU, sur la pêche illégale avec mes homologues régionaux. Et on se rend compte qu'on a donc 100 000 tonnes de production d'un côté, 80 000 tonnes de production de l'autre et 5 000 tonnes au milieu. Donc on a un vrai problème de production. Et pour pouvoir initier un marché qui serait industriel, semi-industriel, néo-industriel, il faudrait quand même qu'il y ait la production qui corresponde à ce marché-là. D'où la deuxième ambiguïté, cet angle mort qu'on ne saisit pas trop. Vous êtes coordinateur, je crois, des contrôles maritimes. Contrôle des pêches, oui. On vous fait le procès, finalement, de vous concentrer principalement sur les bateaux guyanais, ce qui est normal, puisqu'ils doivent obéir, bien entendu, aux règles. Mais on nous disait récemment sur cette antenne que des bateaux étrangers pouvaient voguer assez facilement la nuit, puisqu'on ne les contrôle pas la nuit, et avec des filets qui pouvaient attirer sur 20, 30 ou 40 ou 100 km. Qu'en est-il ? Alors, tout d'abord, il faut savoir que proportionnellement par rapport au nombre de contrôles, alors de mémoire, il y en a eu 139 ou 140 à peu près qui ont été faits en 2018, les Français doivent représenter 17% des contrôles, 15 à 17%. Le reste, ce sont essentiellement des navires étrangers. On fait entre 35 et 40 déroutements de navires par an. Des navires qu'on ramène qui sont détruits. Et le reste, ce sont des navires étrangers qui sont arraisonnés en mer. Nous neutralisons les filets, nous les récupérons via notre engin relève-filet qui a été cofinancé par plusieurs ministères et que la marine déploie. Et nous neutralisons les captures et neutralisons les cales. Donc aujourd'hui, il y a eu un effort consenti par l'État sur la pêche illégale étrangère, parce qu'il y a quand même 2 pêches illégales bien distinctes en Guyane. Il y a une pêche illégale étrangère dont on parle depuis les années 2000 à peu près, et on a une pêche illégale intra-guyanaise qui, elle, dont on parle peu, et qui nous pose problème parce que celle-là suscite une concurrence déloyale directe aux professionnels. Mais pour reparler de la première, de la pêche illégale étrangère, il y a eu un effort assez conséquent, voire énorme, qui a été mis en place par les services de l'État. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de la chance que nous avons, moi en tant que cadre coordonnateur du contrôle des pêches, du nombre d'outils régaliens que nous avons à disposition en Guyane. C'est assez unique. J'ai travaillé personnellement à Mayotte, un petit peu à La Réunion. On n'a absolument pas ce genre de dispositif. Il y a, par exemple, une observation hebdomadaire, voire plusieurs fois dans la semaine, par satellite, par avion de la zone, pour avoir une idée de ce qu'on va avoir. Le but, c'est d'essayer de déployer un maximum de moyens, mais que ce soit efficace, de ne pas perdre trop de temps. Et aujourd'hui, on a quand même une baisse sensible de la pêche illégale, notamment dans l'Ouest. Dans l'Est aussi. Dans l'Est, en fait, il reste à l'extérieur de leur zone.
On a encore des points noirs avec des petits bateaux qui rentrent en mangrove. On a du mal à les intercepter parce qu'ils vont poser leur filet et ils vont se cacher. Dans l'ouest, on en a beaucoup moins. Et on a cette baisse d'ailleurs a été relatée par le président du comité régional des pêches auprès de la ministre de l'Outre-mer, publiquement. Et le déploiement de notre nouvelle unité de la direction de la mer, donc l'unité littorale des affaires maritimes de Saint-Laurent-du-Maroni depuis 1 an à peu près, et qui était opérationnelle depuis le mois d'octobre. On le voit, moi mes gars sortent à peu près 3-4 jours par semaine sur l'eau, et on voit vraiment une baisse. Alors on a eu à un moment donné un pic de report sur Irakubo que nous avons purgé. Avant que ça nous échappe, sur cette question, vous dites 20% de contrôle seuil guyanais. Alors sur les 113 PV 139. Que j'ai, combien sont étrangers, hein? Vous nous dites que non, mais c'est en fait sur les alors je vous parle de contrôle, hein, pas forcément de PV. Hein. Et les Français sont très peu verbalisés. Quoi. De façon générale, il y a quand même beaucoup moins de PV, dans le sens où on incite beaucoup les unités de contrôle à faire de la pédagogie, à expliquer les règles du jeu le plus possible. Les quelques PV qui ont été mis à l'encontre de navires français qui ont donné des suites, ce sont par exemple des navires qui ont été pris en flagrant délit de pêche dans la réserve du Grand Connétable. On en a eu 3 l'année dernière. Ceux-là, bien sûr, on a donné des suites. Vous nous dites que mais les autres, par contre, ce sont que des navires étrangers. Vous nous dites que tout le dispositif qui est en place est en mesure de garantir la pérennité des espèces locales, endémiques à la Guyane, et que cette politique, elle répond vraiment aux attentes à la fois des pêcheurs, mais aux nécessités de protéger les espèces. Je dirais que la politique qui est mise en place, elle montre son efficacité, en tout cas. C'est une certitude, nous on le voit. Moi, ça fait 4 ans que je suis coordonnateur du contrôle des pêches. Je vais partir bientôt, je vais préparer un petit bilan là-dessus, et il y a une véritable baisse. Il y a eu des changements de méthode de la part des pêcheurs étrangers, il y a une baisse de la fréquentation des eaux. Donc il restera encore des points à solutionner. Le test qui a été fait dans l'ouest de présence permanente, donc une présence permanente c'est très compliqué, mais très régulière en ayant une équipe en poste avancé à Saint-Laurent-du-Maroni porte ses fruits. On a une vraie baisse sur l'ouest, d'ailleurs c'est même assez amusant parce qu'on les voit en randonnion maintenant le long des eaux, dans les eaux surinamaises, en se demandant si le moustique va sortir ou pas du Maroni. Donc on voit, il y a quand même on a instauré une certaine forme de crainte. Les opérations qui ont été faites dans l'Est, des opérations de nuit qui ont été menées par les FAG, qui ont été particulièrement efficaces, ont mis en insécurité justement les pratiques de pêche nocturne. Donc aujourd'hui, on a beaucoup moins de pêche nocturne, voire très peu. Et en tout cas, on n'a plus de grosses tapouilles. Les grosses tapouilles ne rentrent plus du tout dans nos eaux. Donc on a quand même une amélioration certaine. Après, l'efficacité totale, je ne suis pas sûr que ce soit possible. Non, mais c'est peut-être certainement pas ce qu'on vous demande, si on reste un peu conscient quand même, hein, des dispositifs à mettre en place ou des moyens à mettre en œuvre. Il y a quand même un autre malaise que vous avez peut-être levé, c'est à propos des plaisanciers qui sont venus se plaindre du parti pris des affaires maritimes à leur égard. Alors, quel est le malaise et est-il lié au trafic, puisqu'il n'est pas complètement identifié, des fameuses vessies natatoires de la Coupa Rouge, lequel d'ailleurs subit aujourd'hui une dépression assez drastique de 40%, je crois, une diminution de la variété. Vous le confirmez? Enfin, en tout cas, c'est l'Ifremer, mais c'est un rapport qui commence à dater, hein, il a 7 ans, préconise une baisse de 40% des captures de Coupa Rouge. On n'a pas donné forcément les suites idoines à l'instant T, parce qu'on a préféré prendre un petit peu de distance avec ça. Et à l'époque, lorsque cette étude a été faite, il n'y avait pas l'économie sur la vessie natatoire. Il n'y en avait pas l'ampleur qu'elle a aujourd'hui. Je ferai un petit point là-dessus, avant d'introduire justement les problématiques. Et justement, le bien fondé de cette volonté de réglementer la pêche maritime de loisirs et le pourquoi de la chose. La vessie natatoire, aujourd'hui, c'est l'économie principale de la pêche côtière. On est à peu près 70, voire dans certains cas 80% de la rémunération des pêcheurs se fait par la vessie natatoire. On a fait des études là-dessus, nous en avons des preuves, nous avons fait des constatations, on a même eu des procès-verbaux, enfin on a une histoire régalienne là-dessus et d'études qui nous permet maintenant de conforter cela. Et cette vessie natatoire a pris énormément d'ampleur parce que, historiquement, il y avait une espèce qui était endémique, de Californie, du golfe de Californie, qui était extrêmement prisée sur le marché asiatique, qui était l'Acoupa McDonald. Cette Acoupa McDonald a été surpêchée, et notamment, il y a eu d'énormes trafics de vessie natatoire de cette Acoupa par les cartels mexicains. La Convention des Nations Unies pour l'environnement a fait classer cette espèce au même titre que les dauphins, etc., comme une espèce interdite. Et du coup, il
le marché s'est effondré. Et il y a eu un report sur la deuxième espèce qui a été très consommée et très plébiscitée par le marché asiatique, qui est la coupe à rouge. Donc, dans les années 2014, 2015, 2016, il y a eu un report de l'économie de la vessie natatoire vers la coupe à rouge. Quand je suis arrivé en Guyane, la coupe à rouge, la vessie se vendait 30, 35 euros le kilo, ou des fois moins. Là, aujourd'hui, on parle de 170, 180 euros du kilo. Donc, ça a pris une proportion énorme. Vous nous dites et donc, aujourd'hui, il y a une focalisation de l'activité là-dessus. Donc, alors, quand vous dites l'activité, entendons-nous bien, c'est des marins pêcheurs guyanais. Hein, en général. Voilà. C'est pas forcément guyanais, d'ailleurs. Hein. Non, c'est à l'échelle du plateau des Guyanes. Les bateaux qui sont au rôle, n'est-ce pas, oui, en Guyane, vont pêcher. Vous nous dites qu'en définitive, ce qui les intéresse le plus, ce sont non, ce sont les deux. Les deux. Il y a le poisson, parce que le poisson, il y a une économie quand même du poisson. Enfin, vous nous dites quand même que le salaire du marin, grosso modo, est à 80% constitué de la vente. C'est 70 plutôt. De la vente des vessies natatoires. Ça veut dire que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Mais aujourd'hui, la production de vessies natatoires devient quand même le pilier économique de la pêche côtière. Donc, nous avons pris le pari qu'il fallait tout simplement structurer cette filière plutôt que lutter contre. D'abord parce qu'elle fait vivre beaucoup de gens et qu'elle permettra ainsi d'avoir une économie stable. Ça va permettre aux armateurs, s'ils rentrent dans une sphère plus vertueuse, si vous préférez, de pouvoir avoir une assise économique qui leur permettra de discuter à nouveau avec des banques et de pouvoir voir le fameux plan de renouvellement de la flotte, d'avoir les investissements et l'apport nécessaire pour pouvoir renouveler leur navire, deuxièmement. Et troisièmement, de pouvoir préparer des éléments de langage si un jour la Commission des Nations Unies pour l'environnement venait à dire que la coupe à rouge était surexploitée à cause de sa vessie. Si nous avons pris ce qu'il fallait pour cadrer cette économie, on pourrait très bien dire, mais attendez, les autres États ont qu'à faire comme nous. Je ne vois pas pourquoi la France serait pénalisée ou la Guyane serait pénalisée grâce au comportement déviant des autres. Alors, finalement, les pêcheurs qui ont évoqué la dernière fois, je parle des plaisanciers, bien sûr, qui ont évoqué le mot mafia, ça nous a quand même un peu surpris. Est-ce que c'est dû au fait que cette activité était aux mains des cartels mexicains auparavant et qu'il y aurait eu une espèce de glissement à la fois de la production, vous avez parlé du transfert sur les coupes à rouge, ou est-ce que c'est un glissement sémantique qui voulait désigner un régime particulier fait à certains pêcheurs? Alors, je ne suis pas dans leur esprit, je pense que dans leur imaginaire, il y a un côté un peu complotiste assez global. Les personnes que vous avez reçues sont probablement des pêcheurs plaisanciers, en tout cas ne sont pas connus de nos services en tant qu'association de pêcheurs plaisanciers, puisque nous avons des associations qui sont clairement identifiées et dont le statut et l'objet principal est de défendre l'intérêt des pêcheurs maritimes de loisirs. Alors, c'est l'association territoriale de pêche et de la chasse en Guyane. Vous ne connaissez pas? Non, enfin, je l'ai connue, si vous préférez, récemment, mais elle n'était pas connue auparavant. On a déjà eu des réunions sur la pêche maritime de loisirs et la nécessité de l'encadrer. Je vais expliquer après le tenant aboutissant du bien fondé de cet encadrement. Mais nous avions l'association des pêcheurs plaisanciers de Guyane, la PPG, qui existe depuis 1996, qui a une centaine d'adhérents, et l'association des pêcheurs sportifs et amateurs de Guyane, qui a été créée il y a 3 ans et qui recense une cinquantaine d'adhérents, qui sont des pêcheurs plaisanciers. Alors déjà, je pense qu'il faut remettre, c'est quoi un pêcheur plaisancier? Elle a une précision sur le fameux décret là, qui fait l'objet de ces dissensions. Ou l'arrêté. Il est indiqué en bas que les associations de plaisanciers ne sont admises à participer aux travaux du CRPM, qu'à la condition que ces questions concernent la pêche de loisirs et de plaisance. Parce que ce n'est pas limiter leur possibilité, leur capacité d'observateur. Alors, l'arrêté de conception d'un comité régional des pêches, il a pour vocation, et c'est le rôle du comité régional des pêches, de justement présenter un contre-pouvoir, de pouvoir fédérer les pêcheurs professionnels, qui sont quand même les premiers producteurs, et en tout cas les gens qui impactent le plus la ressource, dans les deux sens, positif et négatif. Et lorsqu'on touche par contre à la pêche maritime de loisirs, ce comité s'agrège des associations dont l'objet est de défendre l'intérêt des pêcheurs maritimes de loisirs. Après, les sujets qui sont liés au CRPM ne sont pas forcément parce qu'il n'y a pas que des sujets liés à la ressource, il y a des sujets liés aux licences, à l'octroi financier, aux histoires de fonds européens, qui regardent tous les secteurs d'activité. Je ne suis pas sûr, moi j'ai un jardin chez moi, je ne suis pas sûr que la Chambre d'agriculture verrait d'un bon oeil que tous les agriculteurs du dimanche aussi soient présents à l'intégralité des assemblées générales ou des délibérations de bureau. Alors quel est le problème ?
Alors par contre, la pêche maritime de loisirs a besoin d'être représentée, elle l'est. Aujourd'hui, nous avons une partie de la pêche, j'ai parlé de la pêche illégale étrangère, maintenant je vais vous parler de la pêche illégale intra-guyanaise. Aujourd'hui, on a un vrai problème de pêche illégale intra-guyanaise, c'est-à-dire de navires qui débarquent du poisson, mais pas à des fins de consommation personnelle ou familiale, à des fins de commerce. On en a pas mal, on estime à peu près, à grosso modo, 1200 tonnes par an qui sont débarquées sur le territoire pour générer une économie parallèle. C'est donc le tiers des prises légales. À peu près, Ouais. En pêche côtière à peu Ouais. près. Et qui génère une concurrence directe. On a, donc, nous faisons des descentes régulièrement sur les marchés, on a régulièrement des gens qui vendent du poisson, qui n'ont absolument pas de patente, qui n'ont pas d'origine, on ne sait pas d'où ça vient, et en creusant un peu, on se rend compte que le gars, il a une pirogue, il a 400-500 mètres de filet, il va pêcher, il revient, il vend. Ça, c'est une concurrence déloyale directe. On parlait d'un secteur d'activité qui est pas sinistré, mais quand même en grande difficulté. Oui. Si on laisse pérenniser cette activité directement, parallèle direct, il n'est pas possible de structurer demain une filière pêche si dès le départ, elle part avec une concurrence déloyale très forte. C'est le premier point. Au sein justement, on ne veut pas stigmatiser les pêcheurs plaisanciers et on veut bien les distinguer des autres. Donc l'idée, c'était de faire un arrêté qui va limiter les captures sur essentiellement les acoupas et de l'acoupa rouge, puisque c'est une espèce qui est particulièrement ciblée, qui alimente pas mal de trafic. Mais c'est un projet d'arrêté, déjà, qui est ouvert à discussion. Aujourd'hui, nous avons publié sur notre site internet, ce sont les publications publiques au public obligatoires. Nous avons ouvert la concertation avec les associations de pêcheurs plaisanciers, avec le CRPM. Nous avons proposé un projet avec une base de travail qui n'est qu'une base de travail. Moi, aujourd'hui, je vois à travers mes équipes de contrôle des navires de plaisance qui reviennent de mer. Alors quand on parle de pêche maritime de loisirs, on parle de pêche maritime qui s'exerce en mer. Et quand on dit en mer, c'est en delà de la limite transversale de la mer. Par exemple, une pêche qui est diligentée dans la rivière Sinnamary. Devant Sinnamary, c'est une pêche fluviale. Est-ce que vous ne pensez pas, puisqu'on va arriver au terme de cette émission, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait utile que cette association-là, qui revendique 13 ou 17 autres associations de pêcheurs, il y a aussi des chasseurs, hein, mais est-ce qu'il ne serait pas opportun de les associer aux discussions ? Ils sont associés. Alors pourquoi viennent-ils Ils sont associés, si vous préférez, ils se sont associés de facto. Oui. Nous les accueillons, on est ouvert à la discussion avec tout le monde, c'est une consultation publique. La seule chose qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on veut mettre fin à ceux qui débarquent 40, 60 acoupas, je l'ai vu personnellement, acoupas rouge et aiguille de leur bateau, et qui pour pouvoir faire une économie parallèle, du Pékin qui va pêcher le week-end pour remplir son congélateur et donner à manger à sa famille. Ça, c'est absolument libre. Et justement, on veut que ça reste un espace de liberté. Et pour ça, il faut enlever la minorité qui ternissent ce secteur. Et je finirai justement en disant que j'ai une petite anecdote très courte. J'ai rencontré une fois dans un restaurant où j'avais un gars à qui j'avais vendu ma voiture. Le restaurateur devait me ramener chez moi. Et à ce moment-là, un pick-up est arrivé, il était rempli de poissons, quoi. Essentiellement acoupa rouge, acoupa aiguille. Donc, grande surprise, je lui dis, c'est quoi ce poisson ? Et le gars me dit, c'est mon fournisseur. Je me dis, c'est pas un professionnel. Oh non, il m'a dit, mais moi, j'achète plus aux professionnels. Ça fait longtemps que j'achète plus aux professionnels. J'ai un copain plaisancier, il me livre mon poisson parce qu'il est beaucoup plus frais. Et puis, il n'y a pas d'histoire avec de facturation, etc. On s'arrange. Donc, Dessous, on est. Donc, j'ai dû expliquer au gars, la transaction, c'est pas faite, je suis intervenu. Mais cette activité existe vraiment. Et aujourd'hui, à cause de cette minorité-là, on va avoir une pêche professionnelle qui va subir une concurrence déloyale, et une pêche maritime de loisirs qui va être stigmatisée à cause du comportement déviant d'une poignée de gens. Donc notre idée, c'est de cadrer ça pour empêcher ces comportements-là et nous donner les possibilités de contrôle et de sanctions. Avez-vous un prochain rendez-vous avec cette association ou ce groupement d'associations qui souhaitent discuter avec vous ? Oui, mercredi. Mercredi, nous allons rencontrer l'intégralité des associations pour reparler avec eux de ce projet d'arrêté. Nous ne sommes pas du tout arrêtés sur le nombre d'acoupas ou un nombre de ci, un nombre de ça. C'est une discussion et ça doit rester une discussion. Mais in fine, il faudra prendre quand même une règle pour empêcher ces comportements déviants. Merci Bruno Morin. À vrai dire est un entretien. C'est une conversation libre, ouverte et exigeante sur toutes les questions qui font problème. Rendez-vous pour les réponses tous les lundis à 12h30 sur RDI. À vrai dire, avec Luc Germain sur RDI Guyane. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.